Donc, on entre dans une nouvelle séquence où cette fois-ci, comme à chaque fois, on essaie d'avoir une approche un peu plus théorique. Et on va s'arrêter sur les publics des festivals à travers une approche globale, une approche locale. Aurélien qui nous fait la gentillesse, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je disais, il vient pas de très très loin puisqu'il est sociologue et maître de conférence à Nanterre. Donc quand tu n'étais pas là, j'ai dit que c'était l'autre pôle de savoir avec le WizWork ici, n'est-ce pas? On apprend plein de choses. Écoute, merci. Je te donne le micro et tu as le temps que tu souhaites. Ok, super. Bah, merci, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Moi, je suis très heureux de venir dans une assemblée de professionnels pour partager mes préoccupations, on va dire, mes questions de chercheurs. J'espère qu'elles vous intéresseront. Et donc, je vais partager avec vous quelques résultats d'enquête, quelques réflexions sur euh, ce que sont les publics des festivals, la manière dont nous, quand on est chercheurs, on essaye de les approcher, de les décrire. Donc, je vais vous présenter des résultats d'enquête et puis peut-être des axes problématiques de réflexion sur l'évolution de la sociologie. Alors, je suis sociologue et vous l'avez compris, donc je vais m'intéresser un peu à la sociologie des publics, savoir leur âge, leur origine sociale, mais aussi je vais pas mal parler de leur motivation, pourquoi ils sont là, comment ils viennent. Donc je vais essayer de présenter ça en l'espace de 3 quarts d'heure pour laisser quand même un quart d'heure de temps à l'échange. J'ai prévu trop de trucs. Bon, je vais accélérer et passer sur certaines choses, mais de toute façon, je vais vous donner mes sources, donc vous pourrez consulter, retrouver après toutes les choses dont je vais vous parler maintenant. Du coup, juste un mot pour vous dire d'où je parle. Donc moi, ça fait un certain nombre d'années maintenant, je ne compte plus, que je travaille sur les festivals. On est une équipe de chercheurs avec mon collègue Emmanuel Léguillet, ça fait à peu près 15 ans, c'est ça, 15 ans, qu'on travaille sur la question des festivals. Donc on a été les premiers, il y a 15 ans maintenant, à avoir une approche globale de ce qu'étaient les publics des festivals. On disait beaucoup de choses sur les festivals il y a 15 ans, on ne savait pas combien il y en avait, on ne savait pas qui étaient les gens qui fréquentaient les festivals. Donc on s'est attelé à cette tâche-là, petit à petit, d'apporter des éléments de réponse. Il y a 2 ans, on les a quantifiés. Je vous donne un chiffre. Vous êtes en France 7300 festivals. Les festivals sont donc les premiers opérateurs culturels du territoire. Et assez souvent, alors là, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais la répartition de l'offre festivalière en France fait que sur les territoires où il n'y a rien, où il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, eh ben, souvent, il y a un festival. Donc, les festivals, de notre point de vue, en tant que chercheur, c'est aussi en tant qu'instrument des politiques publiques, c'est-à-dire comment une offre privée faite par des associations, faite par des individus qui se mettent en collectif pour produire quelque chose, eh bien, elle remplit aussi des missions de service public. Ça, c'est des choses qui nous intéressent aussi. Donc voilà, ça c'est un peu une série d'ouvrages qu'on a publiés sur les festivals. Donc première édition en 2010, on a interrogé une cinquantaine de festivals partout en France. Donc ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on travaille sur des gros échantillons. Donc on a des enquêtes à plus de 25 000 questionnaires par exemple. Donc ça nous aide à avoir une vision un peu plus globale. Et puis, on alterne le global et le local. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre de mon intervention. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une approche globale du secteur. Et en même temps, chaque festival a sa particularité, construit une relation particulière avec ses festivaliers. Donc, on alterne le local et le global. Le local, on le fait depuis des années maintenant avec les Eurocaines de Belfort, une enquête qu'on réactualise régulièrement. Et c'est intéressant parce que grâce à ces approches locales, on anticipe sur des mutations qui sont en train de se produire finalement, et que parfois à l'échelle globale, on ne les voit pas. Donc toutes les données que je vais vous présenter maintenant, et je vais en couper, elles sont dans ce bouquin, Festival, Territoire et Société, que vous pourrez vous procurer dans n'importe quelle bonne librairie, normalement. Et puis, un autre qui est à venir, sur la création de festivals et la disparition des festivals, parce qu'évidemment, il se crée beaucoup de festivals, mais c'est fragile un festival, donc ça disparaît. Donc, mon intervention va se dérouler en 2 temps. D'abord, l'approche nationale ou globale, et puis après, l'approche locale. Je vais vous présenter quelques résultats de la dernière enquête qu'on a fait l'année dernière aux Eurécaines de Belfort. Un mot sur ce dernier bouquin
qui va vous permettre de comprendre aussi quelle est notre dynamique. On s'est beaucoup interrogé sur la question des publics, mais là, juste avant le Covid, on avait décidé de lancer une grande enquête globale, parce qu'un festival, c'est pas juste un public qui va rencontrer des artistes, mais c'est toute une organisation, une économie, des partenaires, des bénévoles. Et voilà tout ce qu'on a voulu éclairer juste avant le Covid. Et puis, on a rencontré le Covid. Du coup, ça nous a donné, ça a posé des nouvelles questions. Et comme on a travaillé beaucoup sur la question des retombées économiques des festivals, pendant le Covid, on a mesuré le coût de l'annulation des festivals, ce que ça représentait comme perte finalement dans l'économie globale. Bref, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la question, on va dire, des publics. Alors, je commence juste par remettre un peu les choses dans leur contexte. On dit chaque année, à la fin de l'été, c'est un peu la concurrence des chiffres, hein, la fréquentation des festivals. On sait que c'est un élément très important dans l'évaluation de l'offre festivalière. Mais à l'échelle nationale, c'est beaucoup et c'est à la fois pas beaucoup. C'est 19% des Français qui déclarent aller au moins une fois dans un festival. Alors en termes de volume, c'est important, mais si on compare ça à d'autres pratiques culturelles comme la télévision, par exemple, qui est la première pratique culturelle des Français, eh bien, on est très très loin. Alors, ce premier résultat, c'est pour vous montrer l'inégalité entre ce qu'on appelle les pratiques domestiques, c'est-à-dire les pratiques culturelles qu'on a à la maison, comme la télévision, comme voilà, plein d'autres pratiques aujourd'hui numériques qu'on fait chez soi, et puis les pratiques de sortie. Ça, c'est très important parce que les pratiques de sortie, ce sont les pratiques les plus difficiles à mettre en œuvre, qui sont les plus complexes à organiser et qui, du coup, sont les plus rares, les plus fragiles. Donc, quelqu'un qui va au festival une fois dans l'année, c'est quelqu'un déjà qui va beaucoup dans un festival. D'accord ? Il faudrait avoir des échelles de mesure de cette pratique-là sur 2-3 ans. Quelqu'un qui va dans un festival tous les 2-3 ans, il a aussi finalement une pratique assez régulière d'un festival. Donc, vous, dans votre public, vous avez cette tension entre des gens qui vont venir tous les ans, ou presque tous les ans, et puis une part de festivaliers qui va venir une fois et qui ne reviendra peut-être pas avant 2-3 ans, ou peut-être qu'il ne reviendra jamais. Mais ce n'est pas pour autant que ça n'est pas une pratique importante pour ces gens-là et que ça ne compte pas dans leur trajectoire personnelle. Donc, je vais commencer maintenant à présenter quelques résultats. Des constantes, ce qu'on le retrouve à peu près partout au niveau national, ce sont des tendances sociologiques de fond qui peuvent changer sur un festival ponctuellement, bien évidemment, mais ce sont des tendances globales. C'est-à-dire, on a des publics où les femmes en général sont majoritaires, on a un public local. Alors ça aussi, c'était une vraie question quand on a commencé à travailler sur les festivals, parce que pendant longtemps, l'image du festivalier, c'était quelqu'un qui venait de loin, qui venait en pèlerinage au festival, enfin bon, bref. Tout ça, nous, on a montré que c'était un peu des lieux communs sur les festivals et que la plupart du temps, un festival, il recrute son public sur son aire d'implantation qui peut parfois être une aire assez large, à l'échelle des régions, par exemple, mais ça reste un public majoritairement local. C'est un public qui est très diplômé. Ça, c'est une des constantes des pratiques culturelles en France. Ce n'est pas que les festivals, c'est vrai pour toutes les sorties culturelles. Un niveau d'études égale niveau de sortie culturelle, en gros, pour le dire vite. Ce qui fait qu'il y a toute une partie de la population, des gens qui sont peu diplômés, qui sont assez peu présents dans les lieux culturels et aussi dans les festivals. Mais on va voir que les festivals, ça change un peu la donne dans certains cas. Donc, un public d'actifs, mais avec un tiers de retraités et évidemment des classes moyennes et supérieures. Donc j'ai mis un tableau que vous pourrez retrouver dans le bouquin aussi, mais qui compare la population des festivals, nous, nos différentes enquêtes entre 2019 et 2008. Ce qui est important, comme on a fait une enquête à peu près de même taille à 10 ans d'écart, c'est que ces données-là sont stables. Alors, on pensait, nous, que ça allait changer, qu'il allait y avoir des mutations de fond sur la sociologie des publics. Pour l'instant, ce n'est pas vrai. En tout cas, entre 2010 et 2018, ça ne s'est pas produit. 2019, ça ne s'est pas produit. Voilà. On va voir qu'il y a des choses qui se... Alors, pour autant, évidemment, alors ça, c'est un tableau peut-être un peu difficile à lire et je vous prie de m'en excuser, mais évidemment, chaque public a des spécificités sociologiques. Les publics des festivals de musique actuels ne sont pas les mêmes que les publics de musique classique, par exemple, ou les publics de théâtre. Donc ici, j'ai mis quelques tendances. Les cases en bleu indiquent un peu les tendances dont vous avez, mais que vous connaissez parce que c'est des choses qui sont observables, qui sont déjà appréhensibles par vous en tant qu'organisateur de festival. Vous savez que vous avez des publics plus jeunes dans les musiques actuelles, mais aussi plus populaires, moins diplômés.
Et évidemment, dans les festivals de musique classique, on a un public qui est plus âgé, etc. Bon, ça, je vous apprends rien, je suppose, sur ces aspects-là. Donc, je vais passer un peu vite fait. Ce qui est important, ou ce qui a constitué pour nous une découverte, c'est l'importance du renouvellement des publics des festivals, et qui là aussi constitue une constante. Hein, on sait que le public d'une institution culturelle, il renouvelle en gros un quart de son public tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a un quart de nouvelles personnes qui viennent pour la première fois. La particularité des festivals, c'est l'ampleur de ce renouvellement. C'est-à-dire qu'en fait, dans un festival, en moyenne, c'est 30, 35, voire des fois 40%, hein, de gens qui viennent pour la première fois. Et là, on a des profils qui sont très différents entre les gens qui viennent pour la première fois et les habitués, en termes de sociologie, mais aussi en termes de rapport à la culture, d'habitude de sortie culturelle, de maîtrise de l'environnement culturel. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que vous, en tant qu'organisateur, ça vous met dans la situation de devoir vous adresser à deux publics radicalement différents. Non pas des publics radicalement différents en termes de goût, mais des publics radicalement différents en termes de capacité à maîtriser ce que vous pouvez proposer comme offre, à maîtriser ce qu'est le dispositif d'un festival, comment on y vient, comment on réserve des places, ce qu'on va y trouver, la qualité de l'ambiance qui est proposée. Donc vous êtes tiraillé entre, encore une fois, mute, deux types de publics. Donc ce public-là, évidemment, en fonction des esthétiques, il n'occupe pas la même place, vous voyez ici, en fonction des esthétiques, mais globalement, on a quand même une part importante qui descend rarement en dessous de 30% de nouveaux festivaliers. Alors, ces nouveaux festivaliers, à quoi ils ressemblent? Ils sont souvent plus jeunes, évidemment. Hein, ils découvrent la culture, ils vont découvrir les festivals. Ils sont aussi plus souvent d'origine populaire, donc des gens qui vont découvrir, peut-être des gens qui ne reviendront pas, mais qui font partie de ces Français dont je parlais tout à l'heure, qui vont aller dans un festival une fois tous les 2-3 ans, par exemple, d'accord, et qui viennent dans les festivals. Ils ne viennent pas dans les autres lieux culturels. Ça, c'est important. Ils viennent dans les festivals. Tant et si bien que dans ces nouveaux, eh bien, on a un nombre important pour qui la première fois dans un festival, c'est parfois la première fois tout court, dans un concert, dans un spectacle de théâtre, etc. Donc là aussi, c'est une population très particulière de ce point de vue-là. Et donc on les a étudiés, on les a ethnographiés, ces primo-festivaliers, pour les appeler comme ça. Et c'est ce qui nous a permis de comprendre à quel point la première fois dans un festival, c'était une pratique à risque. Alors, vous allez dire, à risque de quelle manière? En fait, pour venir la première fois dans un festival, il faut réunir un certain nombre de conditions qui font que cette sortie, elle est possible. On a identifié, nous, trois conditions de cette première fois. La première condition, je ne les ai pas mis dans l'ordre d'importance, mais les deux premières rivalisent les unes avec les autres. La première condition, évidemment, c'est d'aller voir un artiste qu'on connaît. Ça, c'est important parce que ce n'est pas tout à fait la même chose pour les habitués. Donc l'importance de la tête d'affiche, l'importance de reconnaître un artiste dans la programmation qui va pouvoir déclencher cette première fois est très important. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas la seule condition. Il faut aussi pouvoir réunir le collectif qui va nous accompagner. Parce que venir dans un festival, c'est rarement venir tout seul. C'est venir à minima avec un ami, 2 amis, son conjoint, parfois aussi en famille dans certains festivals. Donc arriver à construire un collectif qui va lui aussi être disponible à ce moment-là pour accompagner cette sortie. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est qu'évidemment, on ne va pas prendre un pass pour les 2 ou 3 ou 4 jours du festival. On ne va même pas prendre de ticket. On vient une fois pour voir et puis après, on s'en va. C'est une police d'assurance parce que, pourquoi? Parce que déjà, si on est déçu, et la déception évidemment elle arrive, elle peut arriver, d'accord? Si on est déçu par la tête d'affiche qu'on a voulu voir, on sait qu'au moins on va passer un moment sympa avec ses copains, on ira boire des bières, on fera autre chose, d'accord? Voilà, on ne va pas prendre un ticket sur 3 jours parce qu'on n'a pas envie de renouveler l'expérience sur 3 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ces festivaliers qui viennent la première fois décident de revenir, eh bien, assez souvent, ce n'est pas pour la tête d'affiche, d'accord? C'est parce qu'en fait, ils vont, cette première expérience, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un avec qui je discutais au bar. Merci de m'avoir lancé tout à l'heure sur cette question-là. Hein. Mais effectivement, c'est vrai, vous l'avez vu, hein, vous avez ce retour-là, parfois des gens qui viennent pour la première fois, ils sont déçus par la tête d'affiche qu'ils voulaient voir. Parce que souvent, ils ont attendu très longtemps. Et puis parce que le show, le concert, n'était parfois pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient.
tant c'était compliqué d'organiser cette sortie, tant ils y ont mis un certain nombre d'attentes particulières. Mais en réalité, ils vont quand même avoir une satisfaction, j'en parlerai tout à l'heure avec les Eurocaines de Belfort, globalement positive. Pourquoi? Parce qu'ils vont découvrir quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas. Une ambiance particulière, une capacité à être en relation avec d'autres personnes qui ne connaissent pas. La qualité des relations humaines qu'on a dans un festival, ça compte pour beaucoup. Se sentir en sécurité, pouvoir parler à des gens, demander quand on est perdu sur le site d'un festival, pouvoir s'adresser à des bénévoles qui vont nous orienter. Bref, ils découvrent un système de relations sociales, une ambiance qui va leur plaire, et aussi ils découvrent des artistes qu'ils n'avaient pas prévus. Parce que parfois, comme le concert qu'ils attendaient, ils l'attendent, c'est long, ils vont les voir des concerts ou des spectacles qu'ils n'avaient pas idée de voir, et ça va leur plaire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous devenez aussi sur un certain registre des prescripteurs aussi de découverte ou de découvrabilité des artistes. Et ce sont ces éléments-là, l'ambiance et la découverte, qui font qu'ils vont revenir en réalité. Donc là aussi, ça illustre une autre tension. Je sais, beaucoup d'entre vous sont des programmateurs, tous, vous êtes quasiment des programmateurs, donc je mets des têtes d'affiche, combien j'en mets, est-ce que j'en mets, pas, est-ce que je fais de la découverte? Et en fait, il n'y a pas de réponse à cette question, parce que vous avez deux catégories de public, certains qui vont venir pour les têtes d'affiche et d'autres qui vont revenir pour autre chose. Donc vous êtes dans une espèce de tension permanente, d'équilibre à trouver entre la tête d'affiche et les autres préoccupations. Alors, très rapidement, sur ces aspects-là, c'est hyper bruyant en fait. Vous entendez pas, mais moi j'entends tout. Donc, c'est très rapidement, l'expérience dans un festival, c'est important de parler d'expérience parce que c'est pas que de la consommation ce qui se passe dans un festival, même si on consomme beaucoup. On achète un ticket pour voir un spectacle, on mange, on boit, etc., etc. Mais en fait, cette expérience sociale, c'est une relation sociale. C'est une relation avec d'autres personnes, une relation avec des organisateurs, avec des bénévoles, parfois même avec un site dans lequel on va se trouver à l'aise, qu'on va découvrir, etc. Donc c'est vraiment une relation sociale qu'on construit dans le cadre d'un festival. Et cette relation sociale, elle est importante parce qu'on ne la vit pas tout seul. Ça, c'est une dimension très très importante. On n'est jamais seul dans un festival. Et si on y va seul, on ne va pas rester seul longtemps, on va retrouver des gens qu'on connaît, on va retrouver des groupes d'amis, etc. Donc cette capacité à se projeter humainement dans un festival, avec d'autres, elle est essentielle pour construire une relation durable avec un festival. En tout cas, c'est ce que nous, on observe. Donc on voit bien à quel point les modalités collectives de participation au festival sont extrêmement importantes. Alors, bon ça, j'en passe très rapidement, mais il y a deux choses. La sortie au festival, pour une grande partie, pour la moitié du public en fait, c'est pas une sortie exceptionnelle, c'est une sortie qui s'inscrit dans un système de pratiques culturelles. Les gens ont d'autres sorties culturelles que le festival. Et pour l'autre partie du public, les nouveaux notamment, ça reste une sortie exceptionnelle. D'accord? Donc il y a cette dimension d'aller vers quelque chose de nouveau, de découvrir, d'oser. Tout à l'heure, je parlais de pratique à risque. Donc on prend un risque, on essaye de voir ce qui se passe dans un festival. Du coup, le fait de connaître préalablement les artistes va jouer de diverses manières. Je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas. Alors, j'en viens maintenant à, on va dire, les motivations. Donc, ce travail-là qu'on a fait, c'est un travail de dialogue entre, d'un côté, des entretiens qu'on a menés pour identifier des espaces de motivation, et puis un travail de quantification après avec les questionnaires. Donc, on a ici, pardonnez-moi, c'est pas dans le désordre, mais ce sont des notes sur 20. Donc, les éléments qui sont les plus importants dans la venue dans un festival. Donc, évidemment, alors, c'est là aussi où c'est une approche complexe, parce que spontanément, si vous demandez aux gens pourquoi ils sont dans un festival, ils vont dire c'est pour écouter des concerts, voir des spectacles, d'accord? Donc, il faut creuser pour arriver à comprendre que derrière cette motivation première, il y a d'autres motivations, d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte. Donc, évidemment, les artistes arrivent en tête, la confiance dans la programmation, dont je parlais tout à l'heure, qui va jouer beaucoup pour les spectateurs habitués qui, en fait, parfois, vont pas regarder les têtes d'affiche, mais il y a plein de groupes qu'ils connaissent pas, ils vont se dire je vais y aller, je vais découvrir des artistes, ça c'est super important pour les habitués. Mais aussi l'ambiance, les amis, voilà, tout ça, ce sont des éléments qui sont importants. Alors, on s'est amusé un peu, parce que bon, même si on fait de la recherche, on s'amuse, il faut. Du coup, on a fait des profils de motivation, ça c'est les statistiques, ça permet ce genre de choses. D'accord? Donc, on a identifié 5 profils de motivation qui permettent de voir
hein, les rapports différents qui existent dans un festival, les manières d'être dans un festival qui sont différentes. Un public, encore une fois, c'est pas unitaire, c'est plein de trajectoires, c'est plein de groupes qui sont différents et qui vont trouver des choses différentes dans un festival. Donc le premier profil qui est un peu le noyau dur des festivaliers, on les a appelés les tous azimuts. D'ailleurs, eux, ils cochent toutes les cases. C'est-à-dire que pour eux, l'expérience d'un festival, c'est à la fois faire la fête, à la fois découvrir des artistes, à la fois venir pour l'ambiance, venir avec leurs potes, etc., etc. Donc, ceux qui ont compris ceux qui vivent l'expérience du festival comme quelque chose de global, à multiples dimensions, qui sont sensibles à tous ces aspects, mais qui sont aussi parfois les plus tolérants, parce qu'il suffit qu'il y ait un des éléments qui soit bon pour que l'expérience vécue soit agréable, bonne. Ces festivaliers-là, on va plutôt les trouver dans les festivals de musique actuels. Ce sont les habitués, les connaisseurs, ceux qui viennent, qui reviennent, un peu le noyau dur. Mais c'est aussi intéressant de noter que ce sont des festivaliers exclusivistes. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont trouvé dans le festival la bonne formule de la sortie culturelle. Et ils ne vont pas forcément ailleurs. Ils ne vont pas forcément voir des concerts à l'année. Ce sont des gens pour qui le festival, c'est ce qu'ils ont envie de vivre voilà, comme expérience culturelle. Le deuxième profil, c'est les festifs. Alors ceux-là aussi, vous les connaissez, hein. Ils sont principalement motivés pour faire la fête, les amis, l'ambiance, hein. Ces festivaliers-là, on va les trouver évidemment plus dans les festivals qui organisent cette fête, plus que les autres. Ça ne veut pas dire que c'est que dans ces festivals-là, mais beaucoup plus dans les festivals de musique actuelle. Et là, ça correspond à un comportement plutôt propre à la jeunesse. D'accord ? La motivation festive, parfois la venue dans un festival, c'est aussi l'occasion, hein, pour les festivals qui sont en tout début d'été, par exemple, hein, de fêter le bac. Voilà. Oula. Donc, il y a cette dimension-là, hein, vraiment de fête, d'organisation de la fête, où le festival est ce lieu. Ça, quand même, un quart, hein, des motivations, en tout cas des profils que l'on retrouve. Le troisième profil, c'est les esthètes. Ceux pour qui, de toute façon, vous avez beau les interroger pendant des heures, ils ne vont vous parler que des artistes. Ils ne vont vous parler que de la musique, que de ce spectacle qu'ils ont vu, etc., etc. Eux, ils n'ont une lecture de l'offre festivalière que uniquement en fonction de la programmation. Ce sont des experts, ce sont des gens qui ont énormément de sorties culturelles, qui choisissent en permanence, hein, qui alternent, qui arbitrent entre plein de sorties culturelles. Des gens qui sortent beaucoup, qui ont des sociabilités culturelles extrêmement nombreuses et qui du coup sont rivés sur un seul critère, la programmation, et qui se soucient pas du reste. C'est aussi 20% hein, de l'offre, enfin des profils globaux des festivaliers qu'on va davantage trouver dans les festivals de musique classique, de jazz, etc., etc. Ce sont aussi des habitués des festivals. Le quatrième profil, ça c'est intéressant, c'est les confiants. Eux, ils survalorisent à la fois la programmation, mais aussi l'activité du programmateur. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'aller dans un festival et ils vont se laisser finalement un peu bercer par ce qui est proposé. Ils comprennent, c'est des festivaliers qui comprennent qu'il y a un choix éditorial dans un festival, qu'il y a une ligne avec laquelle ils ne sont pas toujours d'accord, mais en tout cas, ils comprennent que dans un festival, on ne peut pas tout avoir. Il y a des choix qui sont faits et c'est ces choix-là qui, eux, vont finalement, avec lesquels ils vont rentrer en dialogue. Donc cette idée de confiance, elle est extrêmement importante parce que voilà, ils ne connaissent pas, évidemment, tout ce qui est programmé, mais pour le coup, ça va être important pour eux. Ce sont aussi plutôt des festivaliers habitués des festivals. C'est extrêmement bruyant. Vous entendez, vous, ou pas? Moi, c'est l'enfer, hein. Alors, le cinquième profil, qui a été pour nous une grosse surprise, on les voyait, mais on ne savait pas ce que ça représentait, c'est les gens, on se demande pourquoi ils sont là. En fait, ils se font suer, ça leur plaît pas, il n'y a rien qui va. Les toilettes, c'est pas possible, il y a de la boue partout, dans les festivals, on va dire, voilà. En fait, ils sont venus parce que il y avait leur groupe de potes qui venaient et ils ont voulu faire plaisir au groupe de potes et voilà, ils sont là. Alors, on en entend, vous, très probablement que voilà, cette figure du festivalier, vous l'avez déjà croisée. Et on pensait qu'elle était anecdotique. Elle n'est pas anecdotique, elle représente presque 20%. On les trouve souvent dans ces groupes de nouveaux festivaliers dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, il y a ce collectif qui est important. Et eux, ils sont là un peu pour faire plaisir aux copains. Donc, ils s'ennuient au bout d'un moment, ils vont rester quand même, mais ils sont là quand même. C'est intéressant, ça, parce que ça ne veut pas dire, et sociologiquement, c'est un public
on pensait que c'était un public, on va dire, moins habitué des lieux culturels, voilà, plus populaire notamment. Et en réalité, pas du tout. Hein, on a des gens qui sont plutôt assez diplômés, voilà, qui viennent plutôt des catégories supérieures, mais pour qui, finalement, les sorties culturelles, c'est pas le plus important. D'accord ? Alors, du coup, quelques éléments, on va dire, avant d'aborder la dernière partie. Hein. Donc, effectivement, le festival, la pratique festivalière, c'est une pratique qui est croissante. Alors ça aussi, c'est important, même si ce ne sont pas des chiffres qui sont aussi importants que le visionnage de la télévision, par exemple. Mais on voit, comme je disais tout à l'heure, 7300 festivals en France. L'offre festivalière, elle est incontournable. Partout où on se trouve en France, il y a des festivals. D'accord ? Donc, il y a cette tentation d'aller dans un festival plus fortement que d'aller dans une salle de concert en réalité. Parce qu'on peut y construire des trajectoires multiples, des rapports multiples, parce qu'il y a des bénéfices, hein, pour parler de manière commerciale, multiples. Ce n'est pas que voir des concerts ou des œuvres, c'est aussi voilà, passer un moment, découvrir parfois un site, un lieu particulier, voilà, et construire ce collectif dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est une expérience, hein, à plusieurs entrées. Et c'est ça qui est particulièrement notable quand on regarde et quand on compare les sorties festivalières à d'autres pratiques. Donc effectivement, les festivals, ils ont une place à part dans les trajectoires des individus. D'accord ? Il y a beaucoup de festivaliers qui nous racontent leur relation au festival quand on fait des entretiens. Et souvent, c'est quelque chose qui relève de l'exception. C'est-à-dire, ils racontent une expérience exceptionnelle. Alors les gens, en général, ils vont plutôt dire qu'ils aiment, hein, plutôt quand on les interroge. C'est toujours difficile face à un chercheur, un sociologue, de critiquer quelque chose parce qu'indirectement, en tant que chercheur, on représente un peu l'institution, même si on veut éviter de le faire, mais on représente quand même. Donc on a plutôt des discours positifs qui nous arrivent. C'est un filtre, c'est un biais, d'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens arrivent à se raconter eux-mêmes à travers l'expérience qu'ils vivent dans un festival. Quand on les interroge, ils vont nous parler de leur vie, de leur collection de disques, de la manière dont ils écoutaient de la musique chez eux, etc. Donc, ils vont lier la sortie au festival avec une pratique plus intime de ce que peut être la culture, l'art ou la musique chez eux. Donc oui, je conclurai là-dessus avant de passer à la deuxième partie de mon exposé. Hein. Le festival, ça exacerbe toutes les dimensions sociales, d'accord, de ce que c'est qu'une pratique culturelle. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une pratique de consommation, loin s'en faut. Hein, c'est une pratique à plusieurs dimensions et c'est une pratique extrêmement fragile, risquée, dont je parlais tout à l'heure, mais fragile aussi au cours d'une vie parce qu'elle est soumise à plein de conditions et qu'elle n'arrive pas souvent. Alors, je change de braquet, ça va, vous n'êtes pas trop assommé? Bon. Maintenant, l'intérêt pour nous, quand on a identifié ces tendances-là, c'est de revenir à une échelle plus locale, pour essayer de savoir comment se construit la relation entre un festivalier et un festival, ou plutôt les relations entre des festivaliers et des festivals. Du coup, on mène un travail depuis un certain nombre d'années maintenant avec les Eurocaines de Belfort, où régulièrement on va ausculter ce public, voilà, et changer aussi nos méthodes de travail. On essaye des choses un peu différentes, voilà, des questionnaires, des entretiens, des observations. Enfin, on expérimente aussi un peu de méthodologie de recherche sur ce terrain-là particulier. En 2024, alors jusqu'ici, on faisait entretien, questionnaire, observation, etc. Et on était assez rétifs aux questionnaires en ligne parce qu'assez souvent, on obtenait des échantillons qu'il fallait redresser. Il y avait des biais de réponse très, très importants aux enquêtes en ligne. Soit c'était que les jeunes, soit c'était que les habitués. Donc en fait, on n'arrivait pas à en tirer quelque chose. Et puis là, cette année, on a renouvelé l'expérience. Donc on a un petit échantillon de 1200 questionnaires sur site et on a plus de 4400 réponses à un questionnaire en ligne qui a prolongé cette enquête et qui, c'était l'expérience d'après. Finalement, vous étiez au festival, racontez-nous comment vous avez vécu. Et puis, pour la première fois, cette enquête-là, elle collait. Elle collait avec voilà, la physionomie globale. Et ça, c'était super important parce que jusqu'ici, ce n'était pas fiable, les enquêtes en ligne. Et maintenant, pour nous, ça commence à le devenir. Donc, ça, c'était bien.
Ça veut dire aussi que les pratiques ont changé. Ça veut dire que voilà, les gens se mettent en capacité de répondre, savent que c'est pas uniquement quelque chose de commercial, on va pas leur vendre un truc derrière. Et il y a cette volonté de raconter, de partager. Ça, c'est quelque chose qui est important, hein. Nous, on a très peu de refus dans nos enquêtes quand on distribue des questionnaires. Les gens sont souvent enclins à répondre. Ils veulent bien partager quelque chose avec nous, ils veulent bien raconter. Donc ça, c'est quand même un élément, c'est facile, hein. Pour nous, c'est facile. Ce n'est pas le cas de tous les terrains sociologiques, loi Info. Alors, ce qu'on observe à l'échelle locale, c'est des transformations. C'est ça qui est intéressant. Des transformations, notamment sociologiques, mais pas que dans des modalités de fréquentation, des habitudes. Donc ici, ce qu'on observe depuis 2014, j'aurais pu mettre les chiffres d'avant, mais enfin, les 3 dernières années, sur un public qui était caractérisé la première fois qu'on est allé faire une enquête chez eux par un public jeune, un public masculin, il y avait plus d'hommes que de femmes dans notre première enquête de 2012, un public qui était caractérisé aussi par son renouvellement plus important qu'ailleurs, et bien presque une inversion de ces courbes, féminisation accrue, vieillissement, fidélisation et des classes moyennes de plus en plus importantes. Territorialisation toujours plus forte. On le voit ici, la place des Belfortins, mais aussi la place des festivaliers qui habitent la région, hein, qui là croît. Donc ça, c'est très important aussi comme on va dire comme mouvement, comme évolution, parce que les festivals de musique actuels se caractérisaient par rapport aux autres à part un rayonnement géographique un peu plus large que les autres festivals. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient forcément internationaux, mais un petit peu plus large que les autres. Et là, on voit, y compris pour les festivals de musique actuels, ce resserrement. Donc du coup, là, on a plusieurs éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Et on a plusieurs hypothèses, notamment sur les effets du Covid, en fait, qu'on commence seulement à mesurer maintenant. D'accord ? Il y a des gens qui ont arrêté de fréquenter des lieux culturels, des festivals pendant le Covid. Certains ont repris, mais certains ont en réalité durablement arrêté. Et donc, les festivals font face comme ça à une série de nouveaux festivaliers qui arrivent depuis le Covid et qui commencent progressivement à se fidéliser. Mais ils ont là aussi un public très différent des anciens habitués. Et on le voit très nettement, là, dans ces pratiques culturelles. Bon, pour vous, ça vous raconte peut-être rien, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la sortie au festival devient de plus en plus exceptionnelle, y compris pour les festivaliers qui reviennent. D'accord ? C'est-à-dire que voilà, avant on avait des gens qui avaient beaucoup de pratiques culturelles, qui fréquentaient beaucoup de festivals, et c'était le public fidèle des festivals. Mais nous, ce que l'on observe, en tout cas à l'échelle des Eurockéennes, on ne sait pas si globalement c'est vrai encore, on mesurera ça dans quelques temps, mais on voit des festivaliers qui ont un petit peu moins de pratiques culturelles par ailleurs. D'accord ? Et ça, c'est important. Ça veut dire que la place de cette expérience-là, de cette venue aux Eurockéennes, est importante, mais ça veut dire aussi qu'il y a un public moins, qui consomme moins, quoi, pour le dire aussi de manière un peu plus triviale. Alors, on le voit ici à travers un indicateur qui est celui du renouvellement. Une espèce de, comme ça, on avait une trajectoire jusqu'ici, là, les habitués, les nouveaux, et là, paf, on voit que ça chute, c'est-à-dire qu'on a vraiment un renouvellement qui est moins important. Ce renouvellement, il fait venir des festivaliers qui sont moins habitués, plus populaires, comme je disais tout à l'heure, mais qui ont des pratiques culturelles encore plus faibles que les autres. Donc on a une espèce de tendance comme ça, là, qui a l'air de se dessiner, qui est pour le coup nouvelle, et qui oblige les organisateurs, parce qu'évidemment tout ça c'est un outil pour discuter avec les équipes du festival, qui pose un certain nombre de problèmes dans l'équilibre, comme je disais tout à l'heure, entre les têtes d'affiche, la découverte. Ils sentent qu'ils ont du coup un public un peu plus fragile, où les habitués imposent un peu leurs exigences. Ils se disent, est-ce qu'on va arriver à renouveler encore notre public ? C'est un vrai sujet, la capacité des nouveaux, parce que vous le ressentez directement dans l'économie de la billetterie. Donc il y a des coûts, il y a des paris qui ne sont pas simples à mener, et on voit que c'est assez fragile ici aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est que, et on voit bien ce renouvellement qui s'est opéré depuis le Covid, c'est que ce sont des nouveaux fidèles. Ces nouveaux fidèles-là, ils n'ont pas la même pratique, le même rapport au festival que les anciens fidèles. Ça, c'est important parce que le Covid, il est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid ? Les gens qui ne sont pas allés au festival pendant le Covid, ils ont eu d'autres pratiques culturelles, des pratiques culturelles domestiques. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais le divorce entre d'un côté les pratiques culturelles, celles qu'on fait à la maison,
et les pratiques culturelles de sortie. Ces deux espaces, la sortie et ce qu'on fait à la maison, sont en concurrence très forte. En fait, on fait des arbitrages en permanence. Alors vous, moi je me mets dedans, on est plutôt des gens qui sortent beaucoup par notre métier, d'accord, et vous et moi. Donc on n'est pas forcément les mieux placés pour voir la difficulté que l'arbitrage auquel doit faire face à une sortie culturelle. On choisit entre plein d'autres choses, on doit choisir entre plein d'autres choses, on doit arbitrer, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort pas, etc., etc. Et on voit bien que depuis le Covid, l'importance des pratiques domestiques, d'accord, eh bien, elle occupe une place importante. C'est-à-dire les pratiques qu'on a eues pendant le Covid de remplacement, elles n'ont pas disparu avec la fin du Covid, elles sont restées. Du coup, elles occupent une place dans l'agenda, dans le temps de loisir des individus, et que du coup, ceux qui sortent, ils ont tendance, en tout cas, à sortir un petit peu moins, avec une moindre intensité. Bon, je vais accélérer, parce que je vois que ça vous fatigue un peu, je comprends, fin de journée. Donc, participation intensement en baisse, puis après vous poserez des questions. Je vais accélérer. Oui, alors, là aussi c'est intéressant. C'est que ce qui était l'alpha et l'oméga de la venue aux Eurockéennes en 2017, c'était le groupe de potes. 61% des gens qui venaient entre amis. Alors c'est toujours la moitié des festivaliers qui viennent comme ça, mais là on voit apparaître des tendances un peu nouvelles. La modalité du couple, qui prend de plus en plus d'importance, et aussi les sorties en famille. Ça, c'est pas que c'est nouveau, mais la place des familles devient un public. Alors ce public-là, il est important, il est remarquable. L'équipe l'avait remarqué parce qu'elle a des exigences. Ces familles ont des exigences différentes des autres. Évidemment, il faut s'occuper des mômes, voilà, il faut les éloigner quand ça fait trop de bruit, il faut faire attention, etc. etc. Donc ce public-là, il a été remarqué par les organisateurs et du coup, il s'est trouvé que nous aussi, on a mesuré qu'il était plus important, voire de plus en plus important. Donc ça veut dire que la pratique du festival, elle va changer. C'est aussi lié à ce vieillissement. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des jeunes qui n'avaient pas d'enfants qui venaient dans le festival, qui occupaient, on va dire, la moitié, les 3/4 du public. Et là, on a un public de jeunes parents qui arrivent. Ce n'était pas le cas avant, mais ça arrive. Bon, je passe là-dessus. Là, je vais vous donner des trucs sans trop vous expliquer. Je suis désolé, mais comme ça, vous allez poser des questions. J'ai arrêté de parler. C'est à vous de parler aussi un petit peu. Mais on a essayé de mesurer un petit peu voilà, des éléments. Une enquête locale comme ça, c'est pour nous un outil de dialogue avec les équipes. Donc en fait, dans nos questionnaires, on introduit chaque fois des questions que l'équipe se pose. Donc voilà, la satisfaction à l'égard de la programmation, comment ils qualifient l'expérience festivalière, etc., etc. Donc là, enfin, je mettrai très vite, hein, mais il y a une satisfaction globale. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est à prendre avec beaucoup de précautions, même si les insatisfaits, c'est ceux que vous allez vous entendre le plus fortement, parce qu'ils vont venir vous voir, râler, dire qu'ils ne sont pas contents, etc. Mais enfin, globalement, quand on interroge les gens chez eux, a posteriori, ils ont le temps, ils peuvent dire, c'est anonyme, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas contents, mais il y a une satisfaction plutôt globale, y compris parce que les gens qui étaient déçus ou qui étaient déçus sur le coup, parce qu'ils ont attendu jusqu'à minuit pour voir le concert, qu'ils étaient venus voir, qu'ils étaient fatigués, qu'ils en avaient marre, etc. Donc sur le coup, mais rétrospectivement après, ils se rendent compte qu'ils ont vécu quelque chose de plutôt agréable, qu'ils ont découvert un environnement, qu'ils ont, comme je disais tout à l'heure, vécu une expérience qui n'était pas prévue, mais qui est globalement positive. Ils ont découvert aussi des artistes, etc. Donc, il y a ce côté-là un peu, voilà, satisfaction. Et puis, la composition du public, qui n'est pas un public, y compris à l'échelle d'un festival, mais une pluralité de publics, avec des gens qui vont, voilà, ce qu'on a appelé les ambassadeurs, donc défendre un peu les valeurs du festival, voilà, dire pourquoi c'est important, etc. Et essayer d'amener chaque année des nouveaux, des copains, etc., des gens de leur connaissance pour dire, c'est mon festival, viens partager avec moi cet événement. Donc, ils sont un peu vos ambassadeurs, hein, qui vous attirent du public. Les historiques, ceux qui sont là depuis tout le temps et qui ont grandi et qui ont vieilli avec leur festival, ça c'est important aussi. Hein, comme je dis, souvent les publics sont des locaux, donc ils viennent, ils reviennent. Le festival est un événement sur leur territoire et eux, ils avancent, ils vieillissent avec. Et puis, évidemment, la place du rap. Alors ça, aux Eurockéennes, c'est un sujet qui revient tout le temps. Parce qu'il y a toujours eu du rap, en fait, aux Rock. Hein. Dès la première édition, il y avait du rap. Mais l'identité rock, les attentes d'un public plus porté par le rock et le fait que ça a toujours attiré un public plus jeune sur le rap, sur les musiques électroniques, fait qu'il y a plusieurs couches de public comme ça qui cohabitent les uns aux autres. Et il y a toujours cette espèce de jeu de « moi, je déteste le rap, moi, j'aime pour le rock, le festival est en train de perdre son identité ». Mais en réalité, quand on regarde l'histoire, ça a toujours été une identité musiques actuelles, pour le coup, hein, qui mêlent le rock, le rap, etc., les musiques électroniques. Et finalement, c'est ce qui fait que ça continue à marcher aussi d'une certaine manière.
Voilà, donc je vous montre comme ça rapidement de petites choses, hein. C'est aussi comment on peut évaluer la perception de la programmation à travers ces enquêtes en ligne. Et là, on voit très très clairement le rôle de la tête d'affiche, en tout cas dans l'expression des publics. Évidemment, l'artiste phare, même s'ils ne sont pas venus pour lui, il est identifié comme, voilà, évidemment, moi j'aime pas David Guetta, mais je vais aux Eurokéennes pour voir un autre truc, je vais quand même aller voir son set pour voir ce que ça donne, est-ce que c'est à la hauteur de la réputation, etc. Donc on voit que ça, évidemment, hein, ça fédère un intérêt, hein, autour de ce nom-là, qui est particulièrement... donc c'est un peu une espèce de trait d'union, d'une certaine manière, la tête d'affiche, entre le groupe de fidèles qui vient pour cet artiste-là, et puis en fait plein d'autres trajectoires, fans, d'autres groupes qui sont aussi là et qui vont naviguer autour de cette tête d'affiche. Donc la tête d'affiche a fait un peu effet central, mais ce n'est pas forcément des fans de cette tête d'affiche qui sont là. Deux autres points très rapidement avant de conclure. L'idée que ces enquêtes-là permettent aussi, hein, d'évaluer un petit peu voilà, des éléments plus particuliers, la signalétique, les équipements, etc. etc. Donc je ne vous fais pas le détail, mais c'est pertinent pour ça aussi. Et puis je vais arrêter là parce que j'ai trop parlé, comme d'habitude. Voilà. Donc pour nous, c'est intéressant l'articulation du global et du local. Pour vous aussi, j'espère en tout cas, parce que ça vous permet de vous resituer dans un contexte qui n'est pas le contexte exclusif de votre spécialité esthétique ou artistique, d'accord, mais un contexte plus global dans lequel s'inscrit quelle expérience du festival pour les gens. Donc, vous le savez, parce que vous l'éprouvez très concrètement dans votre quotidien, c'est une expérience qui est fragile. Fragile parce qu'elle est rare à l'échelle d'une vie, d'une année, d'accord, qu'elle ne se répète pas nécessairement, et fragile parce que les conditions qui font la première fois dans un festival, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, d'accord. C'est pas que voir un artiste, c'est pouvoir y aller avec des copains, etc., comme je disais tout à l'heure. Donc ce sont des expériences aussi sociologiquement déterminées. Là aussi, c'est compliqué pour vous parce que vous ne maîtrisez pas ça. Vous n'avez aucun levier pour essayer d'élargir sociologiquement votre public. Ce n'est pas votre boulot, hein, en réalité. Okay. Mais si c'est une pratique qui est sociologiquement déterminée, elle est localement et socialement ancrée. Et ça, ce sont des leviers pour vous. C'est-à-dire que c'est une pratique qui s'effectue principalement sur le territoire où on habite. Donc la relation au territoire, elle est fondamentale dans ce que construit un festival. Et souvent, les histoires des festivals, ce sont des histoires qui sont construites sur un territoire. Hein. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de festivals portent le nom du territoire dans lequel ils sont implantés. Ça, c'est important. Mais ce sont aussi des expériences qui sont socialement ancrées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'y va pas tout seul dans les festivals. Ça prend du sens dans un collectif, dans le collectif dans lequel on va dans un spectacle. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Des choses qui changent. Donc, voilà, ce pas des grandes leçons, mais des perspectives. Les questions qu'on va se poser là, progressivement, parce que ce sont des questions qui arrivent et sur lesquelles les opérateurs festivaliers sont amenés à se positionner de plus en plus, hein. L'éco-responsabilité, et la question voilà, des filières courtes, etc., qui deviennent des injonctions de la part des pouvoirs publics, hein, auxquelles vous devez faire face de plus en plus. Et donc, la question qui va se poser pour nous, c'est est-ce que ces valeurs-là que peuvent revendiquer les festivals vont devenir des valeurs de choix ou des critères de choix dans les sorties festivalières? Ça, on ne sait pas. Jusqu'ici, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que, voilà, entre voir un concert, tel nom, tel artiste, et être soucieux de l'éco-responsabilité d'un festival, jusqu'ici, ça ne marchait pas trop. D'accord? On va voir. Est-ce que ça peut devenir une autre manière de... voilà. Et pourtant, les festivals sont pourvoyeurs, sont prescripteurs de comportements, de plein de comportements, lutte contre la consommation de drogue, l'excès de consommation d'alcool, etc. Il y a des stands, hein, dans les festivals, des espaces où on fait de la prévention. Voilà, donc les festivals sont aussi prescripteurs de ces comportements-là. Donc, à suivre. Voilà, merci de votre attention. Vous avez des questions ou pas? Non? Putain. Oui. Non, je voulais savoir, je ne sais pas si on peut se tutoyer, mais quand tu parles de public fidèle, alors je ne sais pas si j'ai vu la stat ou pas, enfin je crois pas. À partir de combien de fois tu considères que quelqu'un qui vient sur un festival est fidèle? C'est 2, 3, 4, 5? Est-ce que vous pouvez le mesurer, ça? En fait, ce qu'on va mesurer, ce sont des deux. Ce
Ce qu'on va mesurer, ce sont des degrés de fidélisation. C'est-à-dire quelqu'un qui va revenir une fois, est-ce que ça va forcément être infidèle? On va le noter comme quelqu'un qui revient une fois. Et puis après, c'est ce qu'on appelle les nouveaux fidèles, c'est-à-dire ceux qui viennent au moins depuis 2, 3 fois, et puis les anciens fidèles. Donc, dans la fidélité, pour nous, ce qui compte, c'est la récurrence de la sortie, sachant que la fidélité, c'est pas forcément quelque chose qui relève de l'assiduité. C'est-à-dire qu'on peut être fidèle à un festival en venant tous les 2 ou 3 ans, mais pendant 10 ans. Et puis, il y a certains qui vont venir pendant 3, 4 ans d'affilée, et puis après, plus jamais. Donc c'est quelque chose qui est pas, enfin tu vois, je peux pas répondre parce que je crois que ça dépend pour le coup de chaque lieu. Donc ici, la fidélité dans le cas de, tu vois, des Eurockéennes, on peut arriver à la définir en nombre d'années, par exemple, tu vois, mais c'est possible qu'elle soit différente d'un festival à l'autre. C'est une réponse de Gascon que je te fais, mais voilà. Voilà. Juste une petite question rapide. C'était juste pour savoir, avoir ton avis personnel sur un peu en fonction des courbes de tendance que tu peux voir à travers toutes tes études, quel serait pour toi le festivalier plus tard? Donc on parle beaucoup du festivalier qui va peut-être être davantage intéressé par le côté entertainment et le côté expérientiel, mais est-ce que avec tes courbes de tendance, tu tends plus vers un personnel d'un public cible dans les années à venir, et par quel intérêt il serait dans le futur? Le problème, c'est que l'intérêt, il est complexe. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas que la. Enfin, si j'avais une réponse qui soit une réponse en termes d'offres, est-ce que les gens vont davantage venir pour les têtes d'affiche, par exemple, hein, si ça peut être quelque chose. Moi, ce qui se dessine, ce dont j'ai l'impression, c'est que les sorties culturelles vont devenir de plus en plus rares, en fait. Ça, c'est la tendance voilà, que j'observe, moi. C'est encore plus fragile, quoi. Et j'ai l'impression que les conditions sont encore plus nombreuses. Parce que pour une partie des gens qui sont des consommateurs de culture, il y a d'autres œuvres qui arrivent, qui émergent et qui donnent lieu à des arbitrages. Donc en fait, je crois que ce qui fait la fidélisation dans un festival, c'est la qualité d'expérience que vous êtes capable de proposer, la qualité de relation que vous mettez en œuvre, la manière dont vous les accueillez, dont vous les accompagnez, tous ces éléments sur lesquels vous misez, hein, et que vous avez du mal à évaluer. Moi, je pense que c'est ça qui est fondamental. En fait, les gens savent qu'il y a des gens dans un festival qui l'organise. Et ils sont sensibles à ça. Ça ne veut pas dire que c'est des militants culturels, d'accord? Mais ils savent ça et ils aiment bien comprendre parce que la plupart des festivaliers, c'est quand même des gens voilà, qui ont un certain bagage, qui ont d'autres pratiques culturelles. Donc, ils comprennent les enjeux, ils comprennent les difficultés des festivals. Le problème, c'est que la concurrence est accrue avec d'autres sorties, avec les sorties domestiques aussi, dont je parlais tout, enfin les loisirs domestiques, dont je parlais tout à l'heure, et que du coup, voilà, ils ont des arbitrages de plus en plus complexes. Mais il y a quand même aussi voilà, un fond de confiance qui s'installe. Et c'est ça qui est compliqué pour vous à mettre en œuvre, mais c'est ce qui fait, je pense, qu'une relation se prolonge. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais... Si, un petit peu. Enfin, c'est des réflexions qu'on a pu avoir aussi. D'accord. Vous dites que donc, que les pratiques, les sorties en festival risquent d'être de plus en plus rares, ou on voit qu'elles sont un peu moins fréquentes. Comment est-ce que ça se met en relation avec, je pense, un des premiers chiffres qu'on a vu, qu'il y a de plus en plus de monde qui vont en termes globaux? Parce qu'en fait, il y a une curiosité pour le festival. Ça, c'est un truc qu'on observe depuis le début et qui démord pas. C'est-à-dire que vous êtes des objets de curiosité pour les gens. Oui, c'est vrai. Y compris des gens qui sont habitués des sorties culturelles. Ils vont dans des lieux, ils fréquentent des salles, etc., etc. Mais un festival, c'est plus rare. Enfin, c'est plus rare. Voilà, c'est quelque chose de plus, voilà, qui génère plus de curiosité. On sait qu'on va pouvoir aller voir 1 ou 2 ou 3 ou 4 artistes quand on va sur un site, par exemple. Mais la décoration, on en parle, on sait, l'ambiance, on a envie de voir. Donc, c'est de la curiosité. C'est pour ça qu'en fait... peut-être que dans la concurrence ou la fragilité des sorties culturelles dont je parlais tout à l'heure, les festivals ont un rôle à jouer parce qu'ils proposent une expérience unique, parce qu'ils proposent cette combinaison entre du social, de l'esthétique, de la fête, qu'on ne retrouve pas ailleurs en fait. Et ça, malgré tout, dans un monde de plus en plus contraint, de plus en plus... Enfin, je veux dire, l'expérience de Covid, elle a été traumatique. Donc les gens, ils ont quand même besoin de faire la fête. Ça, c'est fondamental. Et la fête, c'est pas toujours la fête, on se bourre la gueule, etc. Mais c'est simplement, on sort, on va dehors, on est avec d'autres gens, on découvre quelque chose. Et ça compte beaucoup. Moi, je travaille aussi beaucoup sur les pratiques culturelles des jeunes, par exemple. On croit que les jeunes, ils sortent plus, qu'ils sont rivés derrière leur écran. Ben non, il y a un phénomène de curiosité toujours fort. Là, j'étais avec un groupe d'ados la dernière fois. On parlait du cinéma. Ils ont tous des plateformes plus ou moins légales sur lesquelles ils regardent des séries en permanence, des films, ça. Et je leur dis oui, et ils nous disaient, en fait, aller dans un cinéma, c'est rare. Et du coup, c'est précieux.
c'est une expérience qu'on ne fait pas si souvent. Et du coup, de se retrouver assis devant un grand écran avec des gens qu'on ne connaît pas, etc., ça a une valeur, ça a une saveur particulière. Et donc, je crois que le spectacle vivant, d'une certaine manière, il a toujours cette particularité qu'en fait, on va voir des gens vivants en face de nous qui font des trucs. Et ça, c'est rare. Vous voyez, c'est rare, du coup, c'est précieux. Je pense qu'il y a toujours une curiosité pour ça. C'est pour ça que c'est compliqué de mesurer à l'échelle des années les évolutions. Mais cet attrait global du festival, il fait qu'on va pouvoir y satisfaire plusieurs désirs, plusieurs envies qu'on n'aura peut-être pas forcément en achetant un ticket pour aller voir un concert dans une salle, pour le coup. Voilà.